monde. Je viens d'avoir le OK de la réalisatrice en chef pour démarrer ce beau webinaire. Donc, je me présente, je suis Julie Laroche, je suis conseillère analyste pour Femmes et Sœurs, principalement pour les territoires de l'Estrie et du centre du Québec. Donc, toute l'équipe de Femmes et Sœurs se joint à moi, évidemment, pour vous souhaiter la bienvenue à ce 4e webinaire d'une série de 4. Vous savez, depuis les derniers mois, on demande aux entreprises de se réinventer, de trouver de nouvelles façons de faire. Bien évidemment, Femmes et Sœurs a dû aussi mettre l'épaule à la roue. Et comme c'est dans notre ADN de créer et de trouver des nouvelles façons de faire, bien évidemment, on a fait un partenariat avec l'Ordre des CPA, qui est notre fournisseur d'informations pour les 4 webinaires qu'on vient les 3 qu'on vient de vivre et celui de ce matin. Donc, après avoir parlé de gestion de crise, on a parlé d'état financier, on a vu aussi des tableaux de bord. Bien, ce matin, on va s'attaquer à sa stratégie d'affaires pour mettre un beau point là, sur cette série de webinaires. Évidemment, j'ai quelques petits détails techniques à vous mentionner là, en ce début de webinaire. Mais premièrement, merci de votre grande participation parce qu'on a affiché complet là, pour la plupart des webinaires qu'on a présentés. Plus techniquement, donc, je voulais juste vous dire que vos micros seront fermés pour la durée de la présentation pour éviter les maman, je veux un verre de lait. Hein, on sait quand on travaille à la maison ou toutes les demandes qui pourraient vous arriver en télétravail. Là, pour ma part, je suis au bureau ce matin, donc j'ai évité le plus possible ce genre d'interférence. Donc, les micros seront fermés. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez y aller par le chat. Évidemment, on va tenter de répondre le plus possible aux questions à la fin de la présentation là, pour ne pas interférer la présentation. Ça devrait durer environ de 30 à 40 minutes, ce qui nous laissera environ 15 minutes pour la période de questions. L'enregistrement total va durer 1 heure. Par contre, la web présentatrice que je vous présenterai sous peu va rester avec nous au moins 30 minutes là, pour répondre aux questions qu'on n'aura pas eu l'occasion de répondre là, dans la période officielle de questions. Donc, on rediffusera le webinaire sur nos réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas apparaître sur cette présentation, je vous invite, comme la plupart, là, à fermer vos caméras si jamais vous ne voulez pas qu'on diffuse vos images. Donc, avant la période de questions, là, je vous rappellerai les 2-3 petites consignes, là, comment poser les questions. On pourra soit par le chat ou en levant la main parce qu'on aime beaucoup On a fermé mon micro. Peut-être que je parle trop. Alors, je vais vous présenter sans plus tarder notre experte de ce matin. Donc, c'est Mme Valérie Dion, qui est l'associée responsable du département des services conseils de la région Québec, ici chez Mallette, un cabinet comptable qui compte plus de 1000 ressources au Québec. Ces réalisations professionnelles sont axées sur l'évaluation et les conseils en matière de performance organisationnelle. Chez Mallette, depuis 22 ans, elle est aujourd'hui gestionnaire d'une équipe de plus de 60 conseillers d'expertise multidisciplinaire et continue d'accompagner des dirigeants et gestionnaires d'entreprises dans leur gestion et réflexion stratégique. Donc, sans plus attendre, Madame Dion, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Julie. D'abord, petit test technique. Est-ce que vous m'entendez bien ou si ça coupe ou si ça va bien? Julie, peut-être me confirmer? Ça va bien? Parfait. Donc, bon matin à tous. Merci de cette présentation, Julie. C'est vraiment un plaisir, voire même, je dirais presque un honneur pour moi de vous adresser la parole aujourd'hui parce que, d'une part, j'affectionne particulièrement, comme vous pouvez vous le douter, là, la mission de Femmes et Sœurs. Et puis, j'applaudis aussi
les femmes entrepreneurs qui s'efforcent de bâtir des entreprises performantes pour répondre aux besoins de notre société. Donc, étant femme moi-même, là, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, de mon côté, je suis pas entrepreneur, mais plutôt intrapreneur. Donc, comme le mentionnait Julie, mon parcours professionnel s'est fait chez Mallette au cours des dernières années. Et au fil des années, ben, j'ai contribué humblement, mais fièrement là, à bâtir une belle grande équipe de conseillers dont je suis très fière aujourd'hui. Et puis, ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, en fait, c'est justement un des facteurs de succès que j'ai clairement constaté au cours des dernières années, autant auprès de la clientèle du cabinet que par moi-même en tant que gestionnaire et membre de la direction de Mallette. Et c'est celui de s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Donc, je vais vous partager la présentation. Voilà. On va commencer. Et justement, le thème de la présentation est s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Pourquoi ce titre? Parce que je le trouvais particulièrement intéressant à l'égard de la planification stratégique, qui est un terme souvent qui effraie ou ennuie les entrepreneurs de PME. Et en fait, une attaque, vous savez, c'est par définition une offensive. En sport, si on fait l'analogie, on est soit à l'attaque, soit à la défensive. Et puis, la stratégie, par définition, c'est vraiment d'établir un plan d'action pour atteindre un but. Donc, encore là, en sport, on va définir une stratégie d'attaque pour marquer un but. Donc, en fait, la planification stratégique, la fameuse planification stratégique, permet de s'attaquer à sa stratégie d'affaires. Elle permet d'être en mode offensif plutôt que défensif. Et en fait, la stratégie d'affaires va être vraiment le plan d'action pour atteindre son but, soit sa mission ou sa vision d'entreprise. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est en quelques minutes de vous convaincre de la valeur ajoutée de faire de la planification stratégique. Parce que pourquoi qu'on a établi le thème de la planification stratégique dans les 20 minutes CPA, c'est que les CPA font le dur constat que trop peu de PME québécoises se dotent d'un plan stratégique. Or, c'est reconnu comme étant un facteur clé de succès de la performance des entreprises, voire même de la pérennité. Donc, d'où l'intérêt d'aborder finalement ce thème et on va l'aborder en précisant c'est quoi la planification stratégique, pourquoi s'attaquer à sa stratégie d'affaires, qui devrait y participer aussi, c'est souvent une question qui est posée, et les grandes étapes et composantes clés, donc particulièrement celles qui sont intéressantes pour la PME, à mon sens, avec les années d'expérience. Pourquoi s'attaquer à sa stratégie d'affaires? On pourrait même se demander pourquoi pas. Dans le fond, pourquoi si peu de PME le font systématiquement que de s'établir un plan stratégique? Possiblement parce que les entrepreneurs sont des gens d'action, souvent vont être orientés sur le court terme et excusez-moi, j'ai de l'interférence de texto de nos gentilles animatrices au travail. Je voulais juste m'assurer que ça ne me concernait pas. Donc c'est ça. Alors, les entrepreneurs, étant des gens d'action très souvent axés quand même sur le court terme, vont considérer que faire de la planification stratégique et établir un plan stratégique peut être possiblement éphémère, étant donné que tout change très rapidement. C'est la première raison évoquée souvent par les entrepreneurs. Et en préparant la présentation d'aujourd'hui, je questionnais même mes associés qui desservent quand même de nombreuses PME québécoises en leur demandant pourquoi les entrepreneurs ne sont pas plus intéressés que ça à implanter des pratiques de planification stratégique et à s'établir un plan stratégique clair. Et une des réponses que j'ai trouvées particulièrement intéressante, c'est qu'ils disaient, Valérie, souvent ils vont avoir peur, possiblement. Peur d'être confrontés peut-être dans leurs idées d'entrepreneurs, dans le contexte des consultations qui sont menées dans le cadre d'une planification stratégique.
peut-être peur de l'engagement, parce qu'un plan, c'est nécessairement un engagement qui va amener aussi des changements parfois, et possiblement peur de l'échec. Tout d'un coup que ça ne marche pas, ce à quoi on s'est engagé. Donc, c'est quand même assez intéressant, mais pourtant, les entreprises qui réussissent le mieux sont clairement celles qui ont mis en place un plan stratégique. Donc, ça vaut la peine d'aller au-delà de ses peurs et de s'engager justement dans un tel processus. C'est quoi une planification stratégique? Ben, c'est le fait de préciser la stratégie qui va permettre de concrétiser la vision d'entreprise. Donc, c'est quand même très porteur et puis ça permet ensuite d'allouer, d'affecter les ressources de manière cohérente avec la stratégie. Donc, autant les ressources financières, matérielles, humaines. Alors, cette définition-là est intéressante. Souvent, la planification stratégique est perçue comme un outil de gestion. Et ça l'est clairement pour particulièrement les moyennes grandes entreprises qui ont une structure, une envergure qui nécessite des processus de gestion pour que tout le monde rame dans le même sens. Les PME sont dans un contexte un peu plus différent, étant donné qu'il y a une proximité entre les employés, les propriétaires dirigeants, la structure est moins complexe, parfois le portefeuille de produits-services est moins imposant, diversifié. Alors, ce que je veux vous appeler à faire aujourd'hui, c'est de considérer la planification stratégique non pas comme un outil de gestion, mais comme un outil de leadership. Vous savez, le rôle des leaders en entreprise est multiple. Les leaders, les dirigeants d'entreprise vont être des visionnaires, vont être des stratèges, justement, vont être innovateurs, mobilisateurs. Alors, la planification stratégique, je vous dirais, moi, je compare ça au couteau suisse du leader d'entreprise. C'est-à-dire que ça va contribuer à répondre à tous ces rôles-là. Parce que pourquoi on entreprend la planification stratégique? C'est justement pour contribuer à établir la vision, prendre du recul et officialiser sa vision. Donc, vous savez, quand on officialise sa vision, ça nous donne confiance. Ça nous donne confiance en soi, en notre projet d'entreprise et ça inspire confiance également aux employés, aux partenaires, aux autres parties prenantes. Donc, je vous invite à vous poser la question ce matin, est-ce que je suis capable d'énoncer ici maintenant clairement la vision de mon entreprise? Puis, est-ce que je suis capable d'affirmer que mes employés, mes partenaires, la connaissent aussi clairement, cette vision d'entreprise? Donc, si la réponse est quelque peu floue, bien, ça pourrait être une première étape au terme de cette rencontre d'aujourd'hui pour préciser votre vision d'entreprise. Pourquoi aussi une planif stratégique? Parce que le processus va vous amener à faire une vigie, mieux connaître l'environnement dans lequel vous évoluez pour être en mesure de dégager des stratégies innovantes et performantes. Vous savez, les PME sont souvent vulnérables à leur environnement. Donc, c'est important d'investir dans la veille de leur environnement pour être en mesure de définir une stratégie d'affaires qui va se démarquer et qui va demeurer performante dans le temps. Pourquoi entreprendre une planification stratégique? Bien, c'est aussi pour faire des choix parce que les ressources sont limitées. Donc, ça implique de faire des choix et le processus de planification stratégique va vous amener à faire des choix, va amener la réflexion à faire des choix cohérents. Pour planifier, contrôler, rectifier. Planifier, contrôler, souvent les entrepreneurs, ça leur fait frissonner ces termes-là, mais sachez que pour être en mesure de rectifier une stratégie, c'est toujours plus facile de le faire si on a un plan de match auquel se référer. Donc, que ce soit en temps de crise, dans le contexte que l'on vit tous actuellement, bien, les entreprises qui ont un plan stratégique clair sont beaucoup plus aptes à dire qu'est-ce qui a un impact sur mon plan initial et qu'est-ce que je dois changer que celles qui n'étaient pas dotées d'un plan stratégique clair. Et je vous dirais ce qui me motive le plus de mon côté comme gestionnaire à investir du temps et parfois de l'argent dans le processus de planification stratégique, c'est mon souhait de donner un sens au quotidien de mes employés.
Donc, vous savez, le plan stratégique, c'est un guide pour vos ressources. C'est le plan de match auquel les employés peuvent se référer systématiquement. Donc, ça leur donne une certaine autonomie parce qu'ils sont capables de pouvoir se référer à un plan pour mener leurs actions. Ça favorise clairement l'engagement. Donc, et puis bien souvent, c'est reconnu d'ailleurs pour favoriser la mobilisation, mais non seulement la mobilisation, mais la rétention des ressources. Donc, moi, personnellement, mon style de leadership fait en sorte que c'est ce bénéfice-là qui m'allume le plus et qui me permet d'investir du temps dans la planification stratégique. Qui devrait participer? Minimalement, vous, les propriétaires dirigeants, parce que dans le fond, là, ça part de là. Parfois, les entrepreneurs, n'investissent pas systématiquement du temps dans la réflexion stratégique. Donc, je vous dirais que l'approche la plus minimaliste que vous devriez adopter, c'est de prendre du temps systématiquement et périodiquement pour réfléchir à la vision d'entreprise qui est évolutive dans le temps, qui se doit de l'être, à la stratégie d'entreprise, puis à votre plan de match. Donc, c'est un rendez-vous avec vous-même minimalement qui est requis et qui est ça, de la planification stratégique. On disait que le plan stratégique, c'est un outil de mobilisation des employés, bien nécessairement d'impliquer les employés clés dans le processus de planification stratégique va contribuer à leur expérience employée. On entend de plus en plus ça, hein, l'expérience employée, et c'est un clair effet de levier à la performance. Quand des employés clés sont impliqués dans un processus de réflexion stratégique, ça crée un mouvement aussi, ils vont être entraînants pour le reste des ressources. Quelle est leur contribution possible aux employés clés? C'est sûr que pour effectuer le diagnostic de la situation actuelle, qui est une des premières étapes de la planification stratégique, ils vont être très éclairants et parfois le propriétaire dirigeant avec ses lunettes de dirigeant va être un peu aveuglé et ne pas voir clair sur la situation actuelle de son entreprise. Les employés vont être en mesure de lui donner l'heure juste. Donc, également, ils peuvent contribuer, les employés, à faire évoluer la vision. Comme je vous mentionnais, le modèle d'affaires cible, la vision d'entreprise, ce n'est pas statique et ça se doit d'évoluer dans le temps. Donc, les employés peuvent contribuer à établir la vision d'entreprise qui assure leur engagement par la suite. Et évidemment, vont aider, là, selon leur profil de compétences, selon leur rapport, à définir la stratégie, préciser les objectifs et le plan d'action. Je vous dirais que selon le groupe de ressources que vous avez, ça peut s'avérer intéressant d'avoir un mix de profils de compétences et d'expérience dans les employés que vous sollicitez pour votre réflexion stratégique. Toujours bon, évidemment, d'avoir des personnes qui ont une bonne connaissance des opérations de l'entreprise. Avoir autant des esprits aussi analytiques que créatifs et innovants. Donc, un mix de profils va vous amener ailleurs, va vous faire voir les choses différemment. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Ayez en tête que les employés qui participent à la réflexion stratégique ont créé de l'émotion dans cette pratique-là. Et de nos jours, ce qui fait bouger nos employés, c'est pas la raison, c'est les émotions. Ça fait que profitez de ce moment-là pour créer des émotions et vous allez faire en sorte que les gens soient motivés à vous suivre. Également, des parties externes peuvent être impliquées dans le processus de planification stratégique. D'abord, les clients. C'est important, primordial d'aller auprès des clients pour sonder quels sont leurs besoins évolutifs et quels sont les éléments de vos produits-services ou de ceux de vos concurrents auxquels ils accordent de la valeur. Donc, pour ne pas présumer
de ce qu'ils aiment ou qu'ils aiment moins. Alors, les clients sont une des parties externes fort importantes à consulter. Les partenaires aussi, que ce soit des partenaires créanciers, des partenaires fournisseurs ou d'autres types d'investisseurs, parce qu'ils vont pouvoir partager leur connaissance de l'environnement externe. Donc, vous donner encore là une vision plus complète de l'environnement dans lequel votre entreprise évolue. Et également, vont vous partager leur perception sur votre positionnement de marché actuel, qui parfois, encore là, on ne connaît pas toujours très clairement le positionnement et le secteur d'activité. Donc, ce sont des intervenants qui vont pouvoir vous alimenter là-dessus et possiblement même vous conseiller sur votre positionnement cible et des priorités stratégiques à adresser. Donc, vous allez par leur consultation, les sensibiliser à votre vision d'entreprise et vont se sentir dans votre écosystème beaucoup plus en appartenance avec votre entreprise en étant sollicités. Également, peut être intéressant d'impliquer des conseillers externes, soit pour aider au diagnostic sur la situation actuelle. Diagnostic interne, oui. Ce que je vois qui est souvent à grande valeur ajoutée, c'est d'impliquer des conseillers externes pour aller comprendre, avoir de l'information de marché. Donc, plus au niveau de l'analyse externe. Et des conseillers externes aussi vont vous amener des données objectives, indépendantes, fiables le plus possible et vont vous permettre d'avoir des conseils sur les priorités stratégiques. Je ne vous cacherai pas, par exemple, qu'un CPA va vous aider à faire des choix stratégiques rentables. Donc, ça peut être intéressant de considérer cette expertise-là pour venir alimenter les choix, les fameux choix stratégiques que vous avez à faire pour identifier ceux qui sont les plus intéressants, les plus payants. Les étapes clés et les composantes de la planification stratégique. Donc, il y a 3 étapes essentiellement au processus de planification stratégique. Donc, faire l'état de la situation, où est-ce qu'on est actuellement, définir l'orientation de où est-ce qu'on veut s'en aller et finalement mettre en œuvre là, comment est-ce qu'on va faire pour s'y rendre. Les PME, veulent de l'agilité nécessairement. Donc, on se disait tantôt, les entrepreneurs aiment quand ça bouge, que ça bouge à court terme, mais veulent aussi bénéficier de la valeur ajoutée et des bénéfices d'avoir un plan stratégique. Donc, je vous dirais que la solution à laquelle on vient rapidement pour que la planification stratégique soit partie prenante de la gestion d'une PME, c'est, j'appelle ça, opérationnaliser les étapes du processus de planification stratégique. Quand la définition de opérationnaliser quelque chose, c'est le rendre apte à fonctionner systématiquement. Donc, c'est d'intégrer finalement les étapes de la planification stratégique à vos activités courantes d'entreprise. Je vous donne un exemple. Plusieurs entreprises clientes vont intégrer des activités dans les agendas Outlook de leurs principaux responsables pour mener des activités d'analyse externe, par exemple de l'environnement, de la vigie externe, des sondages clients. Ou d'alimenter des analyses internes avec des rapports de gestion, avec des informations de gestion, mais vraiment au fin de faire systématiquement des activités pour alimenter le fameux état de situation plutôt que de mener un grand exercice une fois l'an, une fois aux 3 ans. Donc, ça permet vraiment là, d'avoir un processus de planification stratégique en continu. C'est ce qui est le plus adapté finalement à la PME. Je vous partage de mon expérience personnelle qui a eu beaucoup de bénéfices. Dans mon équipe, on a plusieurs pratiques
de services conseil et on a établi des groupes de travail de réflexion stratégique. J'appelle ça mes comités de pratique. Puis, je traduis ça en étant mes SWAT teams de planification stratégique. Et c'est ultra performant parce que j'ai à peu près une dizaine de comités de pratique qui est composé de 3 à 5 personnes, ça dépend toujours de nos équipes, et qui doivent se rencontrer aux 6 à 8 semaines selon leur propre orientation à l'équipe et qui doivent, dans le cadre de rencontres, courtes quand même, d'une couple d'heures, faire le tour de la vigie de l'évaluation, de l'évolution des besoins des clients. De savoir comment est-ce que généralement vont les opérations de la pratique. Identifier les priorités de développement des outils de travail, des méthodologies. Donc, nous, c'est des services, ça peut s'appliquer exactement à des produits également. Identifier les priorités de développement des affaires. Donc, je vous fais fi des détails, mais ce mode d'opérationnalisation-là de la planification stratégique s'avère très performant et sur une base continue plutôt que de faire, comme je vous dis, des exercices à une fréquence plus grande qui sont plus imposants. Et puis, ça assure aussi de faire une mise à jour continue des priorités d'action, des priorités stratégiques, des objectifs et des indicateurs. Donc, on a développé une agilité de cette façon-là qui est très intéressante. Dans l'opérationnalisation aussi, bien, tous les suivis sur les indicateurs de performance, bien, ça, c'est un des éléments qui est souvent un petit peu plus acquis, là. Donc, il y a souvent des rencontres de gestion, soit de comités de direction, de comités de gestion, ou des propriétaires dirigeants qui vont systématiquement revoir leurs indicateurs de performance. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de prendre chacune des étapes et de l'intégrer dans vos opérations courantes plutôt que de considérer la planification stratégique comme un grand exercice ponctuel. Ce n'est pas un cours ce matin parce qu'en quelques minutes, on n'a pas le temps de faire ça sur la planification stratégique, mais je voulais quand même, dans chacune des étapes, vous identifier des trucs que je juge quand même importants là, selon moi. Alors, quand on fait à l'étape 1, l'état de la situation, au niveau de l'analyse externe, une des priorités, je vous l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est vraiment d'aller chercher, faire des sondages auprès des clients. Je disais, pour qu'on identifie quels sont les éléments sur lesquels ils accordent de la valeur. Je vous conseillerais de prioriser des échanges, j'appelle one-on-one avec la clientèle. Aller chercher un niveau de profondeur à ce que vous apportent comme information les clients, plutôt que d'avoir des sondages qui sont plus largement diffusés, mais avec un niveau d'information de premier niveau, vous savez. Donc, ça, c'est un des premiers conseils que j'aurais à vous offrir. Assurez-vous aussi, dans l'analyse externe, de bien comprendre où est-ce qu'on se positionne, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à des concurrents ou à d'autres acteurs dans le secteur d'activité dans votre marché. Il faut que vous soyez capable, en regardant bien, c'est quoi l'état de la situation actuelle, d'articuler c'est quoi votre différenciation, c'est quoi votre caractère distinctif. Donc, dans l'état de situation au niveau de l'analyse externe, c'est les priorités, je pense, qu'on se doit d'adresser. Dans l'analyse interne, bien, c'est sûr qu'en tant que CPA, je ne peux pas laisser sous silence l'importance de faire des analyses financières, hein, parce que les chiffres parlent, je veux pas, et puis les chiffres peuvent vous amener à faire vraiment là, des orientations, une stratégie d'affaires qui va être payante, en regardant notamment, évidemment, votre volume d'affaires par produit-service, les marges brutes qui sont générées, et en regardant le coût de revient de chacun de vos produits-services, le coût complet. Donc, assurez-vous de faire parler vos chiffres. C'est dans l'analyse interne une des sphères là, qui est la plus importante à mon sens parce que ça peut nous permettre de faire des constats fort importants.
Le fameux FFOM, c'est souvent la première étape qu'on entend d'une planification stratégique. Je vous dirais, pour ne pas investir trop de temps à de l'autodiagnostic de notre environnement interne, concentrez-vous à identifier le top 3. Le top 3 des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et ça peut être le top 3, le vôtre, comme propriétaire, dirigeant. Aller chercher le top 3, pourquoi pas, des employés. Quelles sont leurs perceptions sur les forces, faiblesses, opportunités, menaces de l'entreprise et de certains partenaires. Cet exercice-là du top 3 des forces, faiblesses, opportunités, menaces s'avère fort intéressant et les éléments les plus importants ressortent dans ce temps-là. Et si quelques personnes clés sont sollicitées, sont consultées, vous allez voir que vous allez arriver avec une image, un portrait très intéressant. Et dans le contexte qu'on a des ressources limitées, de toute façon, il va falloir faire des choix sur les priorités stratégiques auxquelles on va s'attaquer. Donc, dans la deuxième étape, c'est de donner une orientation à l'organisation, finalement, de définir la fameuse stratégie d'affaires. Et les composantes de ça vont être de s'assurer de reconfirmer la mission d'entreprise, sa vision, ses valeurs. Je vous dirais que la mission, c'est la raison d'être des entreprises. Souvent, elle est quand même relativement bien articulée, relativement bien connue de l'ensemble des acteurs dans l'organisation. Les valeurs, bien, pour une PME, les valeurs, c'est un petit peu celle de l'entrepreneur, hein, parce que l'entreprise est un peu la suite de l'entrepreneur. Et là où est-ce que souvent on a moins de clarté, c'est dans l'énoncé de la vision. Donc, la vision, c'est où est-ce qu'on se projette. Donc, c'est quoi le futur souhaité dans 3 à 5 ans? Et ça, bien souvent, ce n'est pas si clairement énoncé et diffusé dans la sphère là, de l'entreprise. Donc, la vision, elle peut être articulée sous différentes façons. Elle peut être articulée en termes de positionnement de marché. Donc, est-ce qu'on on veut être un leader dans notre marché? Est-ce qu'on est un follower, un good follower? Est-ce qu'on est niché? Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser l'information recueillie à l'étape 1 au niveau de l'analyse interne et externe, où est-ce qu'on a établi quels sont nos avantages concurrentiels, quelle est notre distinction. Donc, ça va permettre souvent de dire dans notre vision, c'est quoi le positionnement que l'on souhaite avoir dans 3 à 5 ans. Vous pouvez également articuler votre vision en termes de pourcentage de croissance souhaité, en termes d'éléments opérationnels, soit le niveau d'automatisation, par exemple, une capacité de production à atteindre, un nombre de ressources humaines à atteindre. Donc, mais l'important, c'est que ce soit clair et que ce soit partagé. Ensuite de ça, bien, viennent les défis ou les enjeux. Donc, la planification stratégique va devoir vous permettre d'identifier quels sont les défis, donc quels sont les éléments les plus importants qui se doivent d'être adressés pour réaliser sa mission et atteindre sa vision. Donc, c'est ça les défis. Et je vous dirais que faut se limiter. Moi, j'ai toujours de 3 à 5 défis. C'est suffisant pour adresser les principaux éléments pour permettre d'identifier les priorités stratégiques. Donc, le chiffre 3 peut être intéressant, le top 3 des FFOM, les 3 principaux défis ou 3 à 5 principaux défis. Et même chose au niveau des orientations, des priorités stratégiques. Donc, cette composante-là, bien, c'est la base, ça va être la base du plan d'action. On va établir quels sont des objectifs, des indicateurs cibles sur la base des priorités stratégiques qu'on va avoir confirmées. Et encore là, 3 à 5 priorités stratégiques sont suffisantes pour clairement énoncer c'est quoi les choix que l'on va faire et les ressources qu'on va attribuer. Des priorités stratégiques, c'est quand même souvent des chantiers stratégiques importants.
voire même imposants. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les multiplier. Vous savez, en période de COVID ou par ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui ont constaté avoir une dépendance envers un nombre limité de clients. Et ça, c'est un des défis. Une des priorités stratégiques a été d'élargir les canaux de distribution. Bien, ce n'est pas un petit chantier, ça. Ça fait qu'on ne peut pas en avoir 10 à mener de front à ce niveau-là. Alors, conseil, 3 à 5 orientations stratégiques. Puis, je vous dirais par mon expérience personnelle, à ma dernière planification stratégique, on a établi 7 priorités stratégiques et c'est un défi de gestion. C'est un bon défi de gestion. J'y reste accrochée, mais finalement, cordonnier mal chaussé, j'aurais dû moi-même me suivre mes conseils parce que c'est un défi de gestion. L'étape 3 va être d'identifier pour chacune des priorités stratégiques les objectifs qui sont associés. On parle souvent d'objectifs SMART. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Et des indicateurs cibles en nombre limité, encore là, associés à chacun des objectifs. Et le plan opérationnel, bien, finalement, c'est l'allocation des ressources financières par les budgets. Et puis là, vous voyez, les budgets arrivent plus à la fin. Hélas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent que le processus budgétaire devient leur planification stratégique, alors que le processus budgétaire doit découler de la vision d'entreprise et la stratégie souhaitée, plutôt que d'être à l'étape 1. Alors, voilà les grandes étapes du processus. Et normalement, le résultat de cet exercice-là mène à un plan de match, un plan stratégique. Et c'est intéressant d'en faire une représentation visuelle de la stratégie d'affaires. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment juste pour recadrer l'ensemble des éléments du processus dont on a parlé tout à l'heure. Mais l'important, c'est de sortir avec un sommaire de la réflexion stratégique qui va pouvoir être évolué justement dans le temps et d'en faire un sommaire sur une page, soit un one-pager, peut-être recto-verso. C'est toujours un outil de communication intéressant parce que une des prochaines étapes ensuite de ça, c'est vraiment de diffuser l'information à tous ceux qui n'ont pas participé à la réflexion stratégique. Donc, ça devient un outil de communication très intéressant. Lors de l'intégration d'ailleurs de nouvelles ressources dans l'entreprise ou de nouveaux partenaires, c'est une carte de visite vraiment intéressante pour présenter les objectifs de l'entreprise. Après, qu'est-ce qu'on fait avec le plan? Bien, on le diffuse, évidemment, on le fait comprendre, donc on le traduit lorsque c'est nécessaire de le faire. On fait une vigie constante, comme je vous disais tout à l'heure. L'important, c'est d'en faire un processus en continu. Donc, cette vigie constante-là doit être intégrée aux opérations qui mènent à la révision, finalement, des éléments du plan, que ce soit des priorités stratégiques, des objectifs, des indicateurs cibles et du plan opérationnel. Et ça nous permet de toujours voir à ce que les ressources financières, humaines et matérielles soient disponibles, soient cohérentes avec la stratégie d'affaires et on suit les indicateurs. Je vous reviens avec le conseil d'opérationnaliser. Donc, opérationnalisons l'ensemble de ces éléments-là, même la diffusion. Vous savez, là, quand on dit dans le processus d'intégration des nouvelles ressources, bien, ça devrait être une des étapes systématiques. Présenter le plan stratégique à des nouvelles ressources, les faire comprendre, planifier systématiquement des rencontres 1, 2, 3 fois par année avec des groupes intéressés pour présenter l'évolution du plan stratégique. Donc, il y a toujours des moyens d'opérationnaliser le tout dans votre agenda d'entreprise. Alors, en conclusion, on va vous laisser la présentation. Alors, on revient ici sur des éléments de quick tips qui ont été présentés là, dans le cadre de ma présentation. Donc, je vous fais fi des détails, des astuces à retenir, mais vous pourrez garder ça en tête.
Et puis, je vous partage aussi mon checklist d'assurance qualité d'un plan stratégique. Donc, quand on accompagne des entreprises, des entrepreneurs à un plan stratégique, à la fin de la journée, on se dit, est-ce que le plan stratégique, finalement, est simple? Est-ce qu'il est articulé justement de façon simple, facilement compréhensible? Est-ce qu'il est innovateur? Donc, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux là-dedans? Parce que on ne peut, le statu quo finalement de nos jours n'est pas une solution. On se doit d'avancer si on ne veut pas reculer. Est-ce qu'il est mobilisateur? Donc, est-ce que justement les parties qui y ont participé ont été les bonnes? Donc, autant dans la préparation du plan stratégique que dans sa mise en œuvre, pour que l'ensemble des parties prenantes se sentent concernées et impliquées lorsqu'elles doivent l'être. Est-ce qu'il est pertinent? Donc, les priorités, les objectifs sont très clairement alignés aux priorités stratégiques, aux enjeux et à la vision d'entreprise. Donc, tout ça doit être pertinent, doit être logique et évaluable, donc avec des actions mesurables, des indicateurs mesurables. Donc, c'est le checklist d'assurance qualité là, du bon plan stratégique que je voulais vous partager. Et je vous dirais qu'un plan stratégique, ayez pas peur. C'est ça mon message à la fin là, de conclusion, là, parce que tout à l'heure, je disais, bon, les entrepreneurs parfois vont avoir peur un peu à l'engagement qu'offre un plan stratégique, mais n'ayez pas peur parce que s'attaquer à sa stratégie d'affaires, vraiment, ça donne des ailes à votre entreprise dans le contexte particulier que l'on vit actuellement. Ça va être un outil fort intéressant. Et puis, opérationnaliser votre processus. Parce que ça vaut la peine, votre plan stratégique va assurer la pérennité de votre organisation, va donner une valeur aussi à l'entreprise. Mes partenaires qui sont en achat-vente d'entreprise, je leur dis, bon, une entreprise qui a un bon plan stratégique, est-ce que ça lui donne une valeur additionnelle? Puis au final, ça ne donne pas nécessairement une valeur monétaire additionnelle, ça donne une confiance. Donc, une confiance en la qualité du plan de match de l'entreprise, sa pertinence. Donc, cette confiance-là, ultimement, oui, a une valeur très claire. J'espère que vous allez quitter cette présentation-là tantôt en vous demandant, bon, c'est quoi la prochaine étape que je fais là, pour bonifier mon processus de plan stratégique ou l'initier tout simplement. Donc, je vous invite à le faire. Et puis, sachez que les CPA peuvent vous aider. Je pense que c'est un message aussi que l'on voulait passer aujourd'hui. Parfois, le CPA est perçu comme un professionnel qui est plus axé sur le passé de l'entreprise, mais ce n'est pas le cas. Il y a énormément de profils d'expertise au sein de la communauté des CPA et ils peuvent être d'excellents conseillers pour vous permettre de faire des choix stratégiques, comme je vous disais, rentables, payants. Donc, profitez-en et vont pouvoir aussi vous accompagner pour opérationnaliser le fameux processus de planification stratégique. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Je vais passer la parole à Julie pour essayer de voir s'il y a des... Oui, en fait, merci beaucoup Valérie pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Les planifications stratégiques, ça a l'air d'un gros éléphant. Quand on le regarde comme ça, ça fait peur souvent aux entrepreneurs de s'embarquer dans un truc comme ça, mais il faut se ramener à des étapes simples pour être capable de le réaliser là, par partie de bouchée, là, si on veut. Mais en effet, c'est un must pour la valeur de l'entreprise. Puis ça vient un peu répondre à une des questions qu'on a eues dans le chat de Myriam Leclerc. Quoi faire lorsque les dirigeants ne sont pas ouverts à établir une vision et un plan stratégique de l'entreprise? Peut-être souvent poser la question. Tu sais, quand on s'intéresse au projet d'entreprise et qu'on questionne les dirigeants d'entreprise sur c'est quoi leur vision d'entreprise, c'est quoi leur vision comme propriétaire dirigeant, ça soulève toujours une passion
de l'entrepreneur. Donc, et si finalement c'est difficile, ça semble être difficile à articuler, ben c'est une belle porte ouverte pour solliciter qu'il y ait des efforts, qu'il y ait une consultation, qu'il y ait une réflexion, même menée pas nécessairement en faisant participer beaucoup de monde au début, mais ne serait-ce que le propriétaire dirigeant se questionne lui-même pour partager et communiquer finalement plus clairement. Puis on peut simplement aussi dire que c'est important que nos employés clés connaissent la vision de l'entreprise pour être des bons ambassadeurs de l'entreprise et la recommuniquer à leurs équipes. Donc, en précisant que c'est un besoin d'être capable d'articuler c'est quoi le plan de match, bien là encore, ça va solliciter, je pense, un intérêt à aborder là, le processus de planification stratégique ou minimalement à articuler la vision d'entreprise. J'imagine que l'excuse la plus courante, c'est on n'a pas le temps de faire ça, mais en même temps, il faut prendre le temps d'arrêter pour mieux voir plus loin, en fait, où on s'en va. On présume que ça prend du temps. C'est plus ça le problème parce que je vous dis, investir, c'est mieux d'investir un petit peu de temps souvent que d'anticiper avoir à faire un grand exercice. Je vous dis, là, on arrive à des résultats impressionnants en investissant une couple d'heures à des fréquences de quelques semaines. C'est assez impressionnant. Je vous partage, là, dans le contexte de la crise de la COVID, on disait toujours, tout le monde, je pense, disait on est en train de construire un avion en plein vol. Ça fait que moi, j'ai demandé à mes équipes, mes fameux comités de pratique, de se réunir plus souvent que d'habitude, plus que la fréquence de 6 à 8 semaines, plutôt aux 2 semaines, de façon courte, 1 heure aux 2 semaines, et de réviser leur plan de pratique en disant, bien, révisez votre plan de vol. C'est quoi votre plan de vol, là? Y a-t-il une nouvelle destination que celle qu'on avait établie avant? Donc, il y a une façon, je pense, d'articuler des fois l'exercice aussi pour que ce soit mobilisant puis intéressant. Dites-vous que les employés, les ressources, là, ils vont toujours être intéressés à participer à une réflexion stratégique. Ça les anime, ça. Ils ont l'impression de contribuer à quelque chose. Fait que les seuls freins, là, c'est les entrepreneurs dirigeants qui se les donnent parce qu'ils pensent que ça prend bien du temps. Donc, aussi bien de prendre des petites bouchées comme ça que d'anticiper une trop grosse bouchée à avaler. Avant de passer à la prochaine question, je veux juste rappeler aux participants que vous pouvez poser une question en cliquant sur en bas le petit onglet « Participants ». Vous allez voir, il y a une main. Vous pouvez lever la main pour poser une question ou continuer de nous les envoyer via le chat. Là, ça fonctionne aussi très bien de cette façon-là. Donc, une autre question de Annick. Qui doit animer les sessions de planification stratégique? Dépendamment des profils de communication des propriétaires dirigeants, ça peut être eux-mêmes qui l'animent. Souvent, pour faciliter le brainstorm, ça peut être intéressant d'avoir un facilitateur indépendant ou un facilitateur externe. Donc, il n'y a pas de recette toute faite. Hélas, là, sincèrement, le processus de planification stratégique, il se doit d'être adapté au contexte de l'organisation. Puis, ça peut être un contexte d'atmosphère d'entreprise qui requiert que ce soit le propriétaire dirigeant qui anime. Ça peut être un des employés clés qui a une facilité, un intérêt justement à animer. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait la capacité d'animer une discussion de groupe, de s'assurer d'aller chercher la participation de chacun des intervenants qu'on souhaite faire participer. Et c'est sûr qu'un facilitateur indépendant va permettre souvent là, que les participants de l'entreprise soient à 100% en mode réflexion plutôt que d'avoir à dupliquer un rôle de réfléchir, animer et intervenir en même temps.
mais sincèrement, il faut respecter la maturité de l'organisation en termes de processus de planification, de réflexion stratégique. Il faut respecter les budgets aussi. Des fois, on n'a tout simplement pas le budget ou on décide d'allouer les ressources financières à d'autres places qu'on va trouver plus intéressantes. Comme je vous dis, dans la planification stratégique, de moins en moins, on fait des mandats de conseil de bout en bout. C'est-à-dire, on va accompagner une entreprise là, du début de sa planification stratégique jusqu'à la fin, particulièrement auprès de la PME. Les plus grandes entreprises, oui, ça arrive, mais auprès de la PME, c'est plus d'intervenir à des moments spécifiques. Et puis, les moments les spécifiques les plus fréquents sont au niveau de justement l'animation d'ateliers, de rencontres pour avoir un facilitateur. Puis, un des éléments qui rebute un peu les entrepreneurs, c'est notamment la prise de notes, essayer de packager toute l'information reçue pour accoucher de priorités stratégiques et puis d'un outil de communication intéressant. Ça, c'est un des éléments. Puis l'autre élément dont je vous mentionnais tout à l'heure, c'est d'aller chercher de l'information de marché. Donc, des données primaires là, sur le web, des données secondaires, des sondages auprès des clients. C'est toujours intéressant. On obtient toujours beaucoup plus d'informations en ayant des rencontres, des entrevues clients menées par une ressource externe versus un interne. Après moi, il y a quelqu'un qui te souffle les questions à l'oreille parce que la prochaine question, justement, avec le concept d'opérationnaliser la planification stratégique et de la faire plus en continu, en équipe et à l'interne, comment on peut intégrer les partenaires externes et les clients dans ce processus-là? C'est une question de Nathalie Desjardins. Les clients peuvent être intégrés l'important, c'est de le planifier aux agendas. Donc, quand je dis opérationnaliser, il faut s'assurer que ce soit 2 fois, 3 fois, 4 fois par année, que ce lien-là que l'on va faire chez les clients soit clairement planifié à l'agenda corporatif. Ensuite de ça, dans le comment faire, ça peut nécessiter, si on va avoir recours à de l'aide externe, à un court mandat qui va être fait, planifié, pas juste sur un one-shot. Bien souvent, ça va être dire, on va faire 3 interventions dans l'année qui vont être intéressantes parce que l'entreprise peut évoluer ou on peut aller chercher différents sons de cloche de différentes clientèles cibles et plutôt que de faire encore là un grand exercice une fois, bien, on évolue dans le temps. Donc, la façon d'opérationnaliser, moi, je pense, c'est de prévoir ces éléments-là aux agendas. Et puis, mais il peut y avoir une facilité selon les secteurs d'activité à aller obtenir systématiquement, au terme d'une intervention client, l'avis des clients. On voit de plus en plus des sondages directement en ligne là, avec des applications qui nous permettent d'aller chercher une information de satisfaction client ou une information, c'est souvent de la satisfaction client. Je dirais que ce qui peut être intéressant, au-delà de dire est-ce que j'ai été très satisfait, moyennement satisfait ou pas satisfait du tout, bien de changer les questions pour être capable d'aller rechercher c'est quoi les éléments de valeur qui sont accordés. Parce que quand on dit qu'on est très satisfait, oui, mais par rapport à quoi? Ça fait que, donc, différents moyens, sincèrement, que ce soit à la pièce à chacune des interventions selon le volume de clients. Quand il y a peu de volume, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher de l'information plus en profondeur avec du one-on-one. Mais quand je dis opérationnaliser, c'est de le prévoir à l'agenda systématiquement plutôt que ce soit oh mon Dieu, il faudrait bien qu'on mette à jour nos sondages clients. Mais tu vois, ça répond encore à la question un peu d'avance d'Audrey Bouchard, comment concrètement opérationnaliser le plan. Fait que c'est vraiment de le prendre par petits morceaux puis de le décomposer en petites étapes parce que sinon, c'est imposant. Oui, ça peut être de réfléchir
son entreprise en la découpant. Des fois, moi, c'est ce que souvent on a le réflexe de faire pour nos clients et c'est ce que j'ai fait pour moi-même. Je vous dis, ça a apporté beaucoup de bénéfices en disant, bon, ben on va subdiviser en produits-services qu'est-ce qu'on offre pour être sûr qu'on a justement une vue sur une base continue de l'évolution de ces groupes de produits-services-là. Ça peut être en fonction des orientations, les grandes orientations stratégiques, les chantiers stratégiques que l'on s'est fait, souvent vont se traduire en chantiers opérationnels qui sont distincts. L'important, c'est que les chantiers des projets stratégiques soient suivis de la même façon qu'on suit les opérations régulières de notre organisation. Ça fait que utilisez les mêmes outils si vous le pouvez. Tantôt, je parlais de Outlook. Des fois, on a des gens qui vont utiliser des applications de suivi de projet, de suivi de production. Pourquoi ne pas utiliser les mêmes outils de suivi de la prod régulière pour les projets stratégiques? Dès lors qu'on intègre dans les opérations les éléments plus stratégiques, c'est là que ça finit par marcher. Quand on a des rencontres de comités de gestion, souvent il y a quand même comité de gestion, comité consultatif, de plus en plus d'entreprises, des PME ont recours à des comités consultatifs. Bien, à l'ordre du jour, qui est celui qui revient tout le temps, bien, que ce soit à chaque rencontre ou aux 2 rencontres ou aux 3 rencontres, mais établi à l'avance, on sait qu'on va faire le suivi sur la vigie externe, la vigie interne, la révision des enjeux, donc chacun des éléments. Donc, c'est d'organiser à l'agenda corporatif ce suivi-là pour que la planification se fasse en mode continu. Merci beaucoup. Il reste à peine quelques minutes. S'il y a d'autres questions, je vous invite à lever la main ou à la poser dans le chat. Ou si vous êtes trop timide, vous pouvez patienter 2-3 petites minutes, puis ensuite, on sera à micro, pas à micro fermé, mais à caméra fermée là, pour continuer la discussion là, avec Mme Dion. Donc, les réalisateurs peut-être qu'il n'y a plus de questions. Oui, peut-être un petit complément. Actuellement, on voit beaucoup que les Ah, voilà. C'est fini, Valérie. Non. Donc, ce que j'allais dire, c'est que dans l'analyse externe actuellement, vous pouvez aller sonder évidemment des clients, mais des clients potentiels. Le profil des clients des entreprises évolue. Les profils de consommation dans le contexte de la COVID ont beaucoup évolué. Donc, les consommateurs, il y a différents profils de consommateurs. Il y en a qui, dans le contexte de la COVID, ont clairement appliqué les freins, là, ce qui fait qu'ils sont anxieux, se sentent plus vulnérables, donc vont réduire leur consommation au maximum. Il y en a qui on dit blessés, là, mais mes patients ils se disent on va réduire notre consommation à court terme, mais on envisage quand même encore consommer à moyen long terme. Il y a les groupes de consommateurs qui sont aisés, ils n'ont pas d'enjeux financiers, donc ils savent qu'ils vont passer à travers la crise. Ça fait que c'est des clients, un type de clients différents. Puis il y en a d'autres, comme les jeunes, qui vont voir les choses au jour le jour. Ça fait que dans votre analyse de l'environnement, c'est important que vous alliez comprendre c'est quoi les profils de consommation de vos produits et services là, dans le contexte. Alors, je dois, pour la forme, conclure officiellement la rencontre. J'ai une autre question à te poser après les remerciements. En fait, on doit remercier l'Ordre des CPA pour ce magnifique partenariat qu'on a pu réaliser avec vous. Ça a été de l'information très, très concrète pour aider les entrepreneurs à aller un petit peu plus loin dans leur réflexion sur les opérations, sur le plan de match, sur la gestion de la crise, sur comment on mesure tout ça. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Femmes et Sœurs derrière la technique. C'est une équipe merveilleuse qui nous permet d'être efficace pour répondre à vos questions.
Donc, on vous invite à visiter les pages Facebook et sur nos réseaux sociaux là, de Femmes Essor pour être au courant des prochaines activités. Évidemment, c'était le dernier webinaire, mais il y aura d'autres activités sans doute ou d'autres services qu'on pourra vous offrir là, pour vous aider à traverser cette période tumultueuse qu'on vit tous ensemble. Donc, merci beaucoup, L'Ordre des CPA. Merci à Femmes Essor. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et après la pause, d'autres. Merci beaucoup, Julie. Merci Valérie.